Mais non, mais si ça se trouve, c'est le premier basketteur en fauteuil qui t'a inventé le machin. Non, en fauteuil, non. Par contre, avec des morceaux de main en moins, oui. C'était un des premiers. Maintenant, il y en a quelques-uns qui ont débarqué. Et c'est le même ballon? C'est le même ballon, c'est le même panier, c'est les mêmes arbitres, c'est les mêmes règles quasiment. Par 2-3 règles qui changent, mais c'est quasiment la même chose. Et ça te fait pas mal aux mains, parce que moi, le ballon de basket, je trouve que ça fait mal aux mains. Mais C'est pour ça que je me moi. suis balancé dans l'intérieur du ballon. Hein? Et c'est parce que il faut être passionné de quelque chose. Tu sais, ce qui est assez intéressant, c'est que quand je faisais de la rééducation, les exercices avec le kiné, ça me faisait mal, mais je supportais pas. Alors que quand j'ai commencé à faire du sport de haut niveau, ça me faisait peut-être 10 fois plus mal, mais par contre ça passait. Parce qu'il y avait une passion, il y avait un objectif, il y avait quelque chose. Donc même si ça te fait mal, mais si ça te fait plaisir, ben, en fait cette douleur elle est salvatrice, quoi, elle est positive. Qu'est-ce que je rajoute à ça? Mais c'est de la philosophie, mais c'est grand, quoi. Bien sûr. Bah oui. En même temps, je trouve ça dingue parce que nager, finalement, l'eau, t'aimais moins le contact de l'eau que le contact du ballon qui te faisait pas mal, mais mal. Non, c'est que j'avais pas conscience de l'importance du sport à l'époque et la notion de compétition, ça m'agaçait aussi un peu. Donc, voilà. Mais après, une fois que j'ai compris que ce côté négatif de la compétition me permettait de sortir de l'hôpital, de découvrir le monde, et que quand tu dépenses de l'énergie dans quelque chose qui est reconnu par la société, qui est applaudi, cette même énergie, si je la mettais dans la cour d'une récréation, j'étais plus unique. Donc j'ai très vite compris que c'est plus sympathique d'être applaudi, dès que tu as une médaille, et je pense par autrement. C'est dingue, hein? Qu'est-ce qu'ils foutent dans les écoles? On apprend quoi dans l'école, en fait? On t'apprend... Non, dis donc, oh! C'est dingue! C'est formidable, on t'a pu sortir grâce au sport, tu t'es... En fait, merci, quoi. Exactement. Je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais pas été dans le sport, si on m'avait pas orienté dans le sport. Une grande partie de mes amis qui ont des handicaps assez lourds, bah, en général, leur vie est toute tracée, hôpital, centre de rééducation, foyer, et puis après, soit maison de retraite, ou soit ils disparaissent avant. Et c'est vrai que le sport est un élément... c'est assez impressionnant parce qu'au fait, on est abîmé physiquement, et c'est par l'expression du physique qu'on se reconstruit. C'est beau? Oui, c'est sympa. Bah non, mais c'est super beau. C'est là où ça pêche. Mais attends, il y a une phrase de Jung. Qu'est-ce que t'as un truc à dire? C'est bien ce qu'il dit, hein? J'ai applaudi, c'est juste ça. Ah ben on n'a pas entendu, il faut applaudir vraiment. Non, parce que justement, alors tu vois, non c'est très beau, mais je garde la phrase pour tout à l'heure, parce que j'ai une phrase hyper top qui n'est pas de moi. Mais j'ai quand même pas aussi, elle est presque là, elle vient. C'est un grand suspense, hein, que ce palace là, hein, n'est-ce pas? Quelle phrase. On a un public qui est patient. Passionné. Oui. Non mais c'est important d'être patient. Moi je l'ai été pendant des années patient. Tu as été patient, tu dirais, pendant les 16 ans là? Non mais on nous appelait les patients à l'hôpital. Ah, c'est vrai? Je suis un peu bête. Tu penses que ça s'appelle exprès comme ça pour justement que, dis donc, comment tu t'appelles? Bah, tu te calmes, hein? T'étais patient? Bah, tu te calmes. Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé ça. Et même Grand Corps Malade a fait un film qui s'appelle Patient, pour parler de sa période de reconstruction. Vous aviez pensé ça, vous? Oui. Bah, pensez-le maintenant si jamais ça vous arrive. Patient. Ben, quand vous êtes abîmé, il faut être patient pour vous réparer, donc... C'est très fort, là, je dois dire. Et est-ce que tu as eu un maître, un mentor, comme on appelle ça, une espèce de figure... quoi, que tu dis, waouh, si tu l'avais pas eu dans ta vie, cette figure-là, si tu l'avais pas eu dans ta vie, bah, tu n'aurais pas eu cette vie-là, quoi. Dans le sport, hein, je parle au niveau du sport, tu comprends? Pourquoi dans le sport? Ou dans... C'est une bonne question, merci Catherine d'appuyer. Oui, pourquoi dans le sport? Parce que je pensais que peut-être t'aurais... Non, pourquoi? Non, alors en vrai, non, si. En vrai, j'en ai eu plusieurs. C'est vrai que dans le sport, j'étais assez admiratif de certains joueurs de l'équipe de France. Qui était inspirant, mais je ne peux pas appeler ça des mentors. Non, parce que tu n'as pas un rapport. Voilà. Après, j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment impacté psychologiquement, intellectuellement.
Voilà, c'est des personnages qui ont croisé ma vie, et par leur attitude, par ce qu'ils étaient. Voilà. Donc, mais c'est pas forcément des gens de sport du tout. Pas forcément. Il y avait une personne du sport qui était Georges Morin, qui était le colonel Morin qui... C'est le frère d'Edgar? Qui n'est pas le frère d'Edgar. Non, lui c'était un militaire, c'était le président du cercle sportif des Invalides, qui avait le même handicap que moi, sauf que lui il avait sauté sur une mine en Algérie. Et il faisait de la natation, et j'étais assez admiratif de ce monsieur. Et c'est lui qui m'a permis, en gros, quand il m'a proposé de venir dans son club pour faire du basket, c'est un des premiers clubs qui m'a permis de faire du basket en compétition. Et donc c'est le côté un peu aussi du monde militaire, c'est écoute, si tu veux essayer, vas-y. C'est vrai que dans le monde civil, on essaie plutôt de me protéger en me disant on va pas le mettre en difficulté, vivre un échec. Voilà. Alors que là, ce qui était intéressant avec cet univers, c'était que fais tes preuves. Et c'est fort, hein? Ouais, c'est que c'était intéressant parce qu'au fait, quelque part, il m'autorisait à me planter. J'aime bien dire ça parce que, comme dit Mandela, on ne perd jamais, on gagne ou on apprend. Et si j'avais pas réussi, au fait, en faisant du basket, j'aurais appris, j'aurais peut-être fait autre chose. Mais là, en fait, pour quelqu'un qui n'était pas destiné à faire du basket, le fait qu'on m'autorise, qu'on me donne ma chance, j'ai quand même fait 18 ans d'équipe de France de basket, une des plus grandes carrières. Donc comme quoi des fois la passion est plus forte que la raison, mais il faut lui permettre d'exister. Et d'essayer, tout simplement. Puis tu te plantes, et puis je me suis bien enraciné, et voilà, et je continue à jouer au basket, même si je ne suis plus en équipe de France, je ne sais pas pourquoi, dès qu'on n'est plus en équipe de France, on a l'impression qu'on n'a plus de vie, qu'on n'existe plus dans le sport. Mais non, Mais alors tu veux dire en fait que les gens handicapés, ils sont surprotégés, surtout ne faites rien, quoi. Ne prenez pas au niveau du civil. Il y a plusieurs cultures dans le milieu du handicap. Il y a ceux qui surprotègent ou ceux qui sont en mode non, il ne faut pas les assister, il faut machin. Le problème, c'est que dans le monde du handicap, c'est qu'on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Je veux dire, moi, ce que je vis, un autiste ou un polyhandicapé ou d'autres handicaps avec d'autres maladies ou d'autres handicaps sensoriels, on ne vit pas la même chose. Donc réduire le handicap avec un point de vue en disant soit il faut tout le temps les assister, ou soit au contraire il faut tout le temps les pousser et pas les aider, il y a un équilibre à avoir entre les deux. Bah oui, c'est chaque individu, quoi. Exactement. Bah oui, c'est pas... Bah oui. Et après j'ai eu d'autres mentors, comme Albert Jacquard. Ah bah oui, comme Elisabeth Delors. Albert Jacquard, alors, est-ce que j'ai le droit, justement tu parles de compétition, qu'est-ce que c'est que d'être un gagnant, c'est fabriquer un perdant? Est-ce que j'ai le droit de fabriquer des perdants? C'est une phrase de Jacquard, hein? C'est de lui, vous saviez? C'est de Jacquard. J'aimais bien sa petite voix un tout petit peu chevrotante. Ouais, on a eu longtemps des conversations là-dessus. Quel bonheur! Et à la fin, il ne faut pas oublier qu'il a été quand même membre d'un CA d'une fédération sportive. Lui? Oui. Oui. Mais parce que, en fait, ce qui était important dans la notion de compétition, c'est que cette compétition, elle est mise à toutes les sauces. Et la compétition dans le sport, à partir du moment où c'est un jeu, on sait qu'il y a des natures humaines qui ont besoin de se confronter, de se faire la guerre. Donc, si on le cadre et qu'on le met dans le milieu du sport, c'est une guerre pacifique. Les gens ne meurent pas, ils vivent plus. Et puis, peut-être toute cette bêtise qu'on a en nous, elle est canalisée dans un domaine. Par contre, si elle est dans la société, si elle est à l'école, si elle est ailleurs, elle est dangereuse. Quand il est venu dans notre club et qu'il a vu ce que le sport apportait à des personnes handicapées, à des personnes isolées, il s'est dit waouh, quand le sport, cette compétition amène l'émulation, là ça devient intéressant. Mais avec un objectif un peu plus grand. Ceux qui ont relancé, ceux qui ont créé les Jeux Olympiques et des choses comme ça, ils étaient dans un esprit humaniste de pacifier. Et dans les jeux, l'origine des jeux, il y avait de la culture. Il y avait les arts aussi. Et après, comme toute chose, si on regarde toutes les origines des grandes idéologies, des grandes religions, des fois il y avait des dérives, ça fait des guerres, ça fait des bêtises. Donc après, il faut être un peu vigilant. Mais la racine des choses, en général, souvent, elles sont assez jolies. Bon, ça se gâte avec le temps. Oui, puis avec avec la société qui prend une direction, qui met tout dans le même paquet et tout ça, on va pas en parler, ça va m'énerver. Non, c'est vrai, c'est vrai.
Et alors, à quel âge? Donc à 16 ans. À quel âge tu as dit, tiens, moi je veux faire basket. Moi c'est ça, je veux ça à 16 ans. Non, je me suis jamais dit. Moi, je me suis juste dit au départ, j'ai envie de jouer avec les meilleurs. Voilà. C'était une belle ambition. Quand vous êtes passionné de quelque chose, de côtoyer, de jouer avec les plus forts de la discipline, c'était pour moi déjà le Graal. Puis après, voilà, Mère Nature m'a bien doté, comme pour la natation. Voilà, physiquement, j'encaissais plus les douleurs, je roulais un peu plus vite que certains, et voilà. Donc, non, moi c'est la même chose. On n'est pas égaux en réalité. Mais, moi c'est avec Chaplin, mais il est mort, moi je peux vraiment pas jouer avec lui. Tu vois. Mais tu peux t'inspirer. Hein. Ah bah oui, oui. Et alors dis-moi, qu'est-ce qui est compliqué? Parce que quand tu as appris le basket avec le fauteuil, il existait déjà, parce qu'il y avait l'équipe de France qui existait déjà. Est-ce que c'est le même fauteuil? Est-ce que tu as trafiqué? Est-ce qu'il y a une évolution pour que ça soit plus... comme il y a des voiliers là, qui sont maintenant, ils flottent même plus, ils volent, voiliers, on ne sait même plus c'est de la voile. Pareil, il y a une recherche technologique? Ouais, il y a une recherche technologique. Aujourd'hui, on a des fauteuils qui pèsent quasiment rien, qui sont en titane, qui sont avec des aluminiums d'aviation, donc une très grosse technologie. Et comme ce qui est intéressant dans notre milieu, c'est que c'est une technologie, elle est reportée après dans la société. Par exemple? Ça veut dire que les fauteuils que vous avez aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui est un peu âgé et qui a besoin d'un fauteuil, le poids du fauteuil, il a été divisé par 3 ou par 4. Avant, c'était des fauteuils en acier qui pesaient quasiment 40 ou 50 kilos. Donc c'était très très compliqué. C'est passé par le sport handicap. Le sport, en fait, c'est comme pour vos baskets, je ne sais pas pour ceux qui achètent des baskets, mais aujourd'hui, si vous avez des baskets hyper légères, hyper confortables, c'est aussi parce que dans le milieu du sport, il y a eu tout un tas de recherches, tout un tas d'études qui ont été faites. Et toutes ces technologies qu'on développe dans un domaine, après, elles servent le grand public. Pas que les militaires. Non. Mais c'est ça qui est bien pour le sport, c'est qu'on va chercher des technologies pour de la performance, mais c'est une performance après qui est accessible à tous. Ouais. Mais malheureusement, c'est dommage que dans le monde militaire, souvent, c'est pour aller faire la guerre. Mais voilà. Et alors, je ne peux pas te demander combien de matchs tu as joué, parce que ce serait bête comme question. C'est pas une question bête, sauf que je ne t'apporterai pas de réponse intelligente, parce que je fais pas partie de ces êtres qui comptabilisent. Oui, non mais je trouve qu'elle est un peu bête en même temps comme question. Non mais j'avoue, j'ai pas honte. Si, elle est bête. Elle est bête. J'en ai pas honte, elle est bête. Bon, tu sais pas combien t'en as joué en fait. Non, parce qu'au fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai joué, je passe à autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est le prochain match, c'est pas celui que j'ai. Et alors, quand tu étais en équipe de France, par exemple, ça veut dire sur une année, tu joues pas, tu joues un championnat, tu t'entraînes pendant 6 mois, puis bing, tu joues pendant 1 mois, puis comment ça se passe? C'est tout le temps, tu joues tout le temps? Non, tu t'entraînes quasiment tous les jours quand tu es à haut niveau. Ça veut dire combien d'heures? Ça dépend, ça peut être 3 à 6 heures selon les... on faisait des stages, des fois on avait 9 heures d'entraînement parce que comme on est dans le paralympique, on n'a pas autant de moyens, donc évidemment le coach pour tenir son programme, il nous chargeait. Parce qu'on avait quelques jours d'entraînement et après on a le championnat de France, la Coupe de France, les championnats d'Europe, la Coupe d'Europe et voilà. Et tout le temps en fait, c'est sans arrêt quoi. T'as pas, comment dirais-je, t'as une vie un peu bizarre. C'est-à-dire que tes week-ends, tes vacances, tes jours fériés, tout ça c'est à l'entraînement. Voilà. C'était avant la natation et voilà. Par exemple en natation, on nageait le matin, on nageait à midi, on nageait le soir. Une grenouille, quoi. Exactement. En hiver, c'était un peu compliqué. Et quand il fait froid, c'est plus dur. Oh là là, mais ça doit être... Oh là là, moi j'aime pas l'eau, alors je ne vois pas, mais t'aimais l'eau? Oui, t'aimais l'eau, tu m'as dit. Moi j'aimais nager, mais c'est... Mais voilà, c'est aussi quand tu rentres dans ce milieu-là, il n'y a pas de mystère. Si tu veux gagner, des fois tu es obligé de t'entraîner des heures et des heures et des heures pour gagner quelques centièmes de seconde. Mais c'est pas rien, quelques centièmes de seconde dans le haut niveau. Ah bah évidemment. Il y a des gens pour quelques centièmes de seconde, ils ont gagné des choses incroyables. Ils ont fait une rencontre, ils ont appuyé sur le bon bouton. Et est-ce que alors c'est une question un tout petit peu pas indiscrète, mais est-ce que tu rêves de basket? Non. Non, parce que le basket, c'est ma vraie vie. Ah, et l'autre? Je rêve d'être cosmonaute, des trucs comme ça, des trucs qui ne sont pas accessibles.
Mais ce qui est accessible pour moi n'est pas un rêve. Je ne sais plus qui disait fais de tes rêves une réalité et de ta réalité un rêve, un truc comme ça, je ne sais plus qui disait ça, mais en tout cas c'était une belle phrase. Mais oui, mais en fait c'était vraiment dans la nuit que tu rêves la nuit, ça je veux dire pas tes rêves éveillés, mais tes rêves de la nuit quand tu dors. Et ben quand je dors, je dors. Ton téléphone. Bah va là-bas. Tu déranges. Yannick fait peur, hein. Et alors t'es... Heureusement qu'elle a un micro oreille, hein, parce que dans la balance, elle le micro. Alors j'ai une question, pourquoi le ballon il est orange? Ça c'est une question qui me taraude. Parce qu'on est plein de vitamines. D'accord, moi j'ai un petit sac orange. Et alors... C'est comme les dialogues en humanité, les t-shirts sont bah oui, orange. sont Vous avez orange, vu c'est l'énergie que c'est qu'on dépense? Bah ouais, c'est vrai. Ouais. Et alors par rapport aux jambes que tu as rajoutées, les jambes électroniques on appelle ça? Oui. Et là, des jambes ça Les jambes, à quel âge t'as voulu? C'était un souhait? C'était comme... en fait, c'est la technologie qui te rattrape. Moi, la première fois qu'on m'a mis les jambes électriques, je les ai cassées en deux. Et quand on me les a reproposées, j'ai dit non, parce que c'est pas assez costaud. Et après, bah oui, on m'a foutu des jambes. J'étais super content, franchement, c'était assez impressionnant et tout. Et je vais à la fête de l'humain et je me retrouve avec une jambe cassée. Donc j'ai sautillé avec une jambe sur l'épaule en plein milieu de la fête de l'humain. C'était surréaliste. En plus il pleut tout le temps, il y avait de la boue, non? Mec révolutionnaire avec son pied. Le mec qui prend son pied, mais c'était... Voilà. Ah ouais, donc plus jamais, t'as mis combien de temps? Non, maintenant, si, j'ai des super jambes. Sauf que le problème que j'ai en ce moment, c'est que mon travail me prend beaucoup de temps et j'oublie de la charger et tout ça, mais ou sinon, non, elles sont super efficaces, elles sont géniales. Et c'est une seule, t'en as eu plusieurs versions? Ah oui, bah tous les 4-5 ans. Quand j'étais plus jeune, évidemment, comme avec l'adolescence, on grandit, on change régulièrement, quasiment une fois par an. Et après, arrivé à l'âge adulte, c'est à peu près tous les 4-5 ans qu'on change les jambes. Mais parce qu'elles s'usent. Elles muent. Donc, je déconne. Tu me taquines. Non mais... On les change parce que la technologie... Ah c'est pour la technologie, c'est de mieux en mieux. Et tu sens que c'est de mieux en mieux? C'est magnifique. Je sens pas encore mes doigts de pied, mais je pense que c'est pas bien. Mais alors j'avais entendu que tout le monde ne peut pas en fait. Il y en a qui peuvent pas. Parce que c'est dans le cerveau, ça peut pas. Il y en a qui peuvent pas parce que ça coûte quand même 30 000 €. Hein. Même qui ne la paient pas, vous les revendrez pas sur eBay, ça n'intéresse personne. Mais comme c'est des jambes qui coûtent très cher, et c'est quand même le contribuable qui paye, donc on vous fait des tests physiques et psychiques pour savoir si au niveau de la réaction. Moi j'avoue que la première fois que j'ai eu ces jambes, de savoir qu'on a un moteur qui contrôle son pied, machin, ça fait peur quoi. Et je me souviendrai toujours, je disais, il est en train de régler ça avec son ordinateur. Et je lui dis, mais ça veut dire que là, avec ton Wi-Fi, tu es en train de régler ma jambe, mais s'il y a un hacker qui me piffe mon genou... Je pense que les hackers, c'est pas forcément ce qu'ils veulent hacker, mais... Oui, il y a des cinglés partout aussi, hein, tu sais. Oui, non, mais voilà, mais c'est vrai qu'au début, c'était... Ah ouais. Et quand il m'a dit qu'il fallait que je repasse encore, je sais plus combien de semaines à l'hôpital, je lui ai dit, non, moi je suis sportif de haut niveau, donne-moi des objectifs, et je vais les atteindre, et voilà. Donc j'ai des super belles jambes... hyper sexy, en carbone, en titane. Mais tu t'en sers quand en fait? Quand j'en ai marre d'être assis. Ouais. Et tu Non, sens... mais souvent en fait, j'alterne hein. parce que, est-ce que vous avez remarqué que notre monde n'était pas complètement accessible dans ce pays? Donc ah bon? Quand il y a des marches ou des choses, je me lève et voilà. Et, elles me sont bénéfiques, mais c'est vrai que comme mes journées sont longues, je m'économise. C'est fatigant d'être sur les jambes, j'imagine. En gros, c'est pas naturel de marcher sur ses genoux ou d'avoir. Voilà. Et donc nos jambes, elles sont quand même. Ah oui, tu sens que ça pose sur. Ah oui. Ouais, donc après, il faut pas que je me blesse, donc je fasse attention. Et tu te pas dis. pour raconter toute ma life, mais voilà. Non, mais t'as raison, hein. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ton mouvement de la cuisse qui entraîne le reste et tout ça. Exactement. Je ne roule pas des fesses, mais ça me permet d'avancer. Ah, les prochaines, tu peux demander. Oui. Alors, la première fois, la technologie t'a répondu, j'adore tes questions. Et alors, justement, est-ce que tes rêves, ils ont changé depuis que tu as eu tes jambes? Ça n'a pas changé tes rêves de la nuit? Alors, là, ce qui est surprenant, c'est quand j'ai eu mes jambes et que j'ai commencé à me lever, je me suis aperçu que, moi, dans ma tête, j'avais pas changé, mais c'est le regard des autres qui avait changé.
Ceux qui te connaissent. Oui, bah, ceux qui m'ont connu depuis toujours en Ah fauteuil. ouais, Ouais. Ils ont... Bah, quand je suis dans la rue et que je suis en fauteuil, voilà, j'ai pas de regard de méfiance ou de peur ou des choses comme ça. Et c'est vrai que quand... c'est pour ça que souvent je préfère aussi rester en fauteuil, parce que j'ai pas envie que les gens aient l'impression que je suis un méchant qui va C'est leur vrai, taper t'es dessus. immense. Je suis immense, c'est un grand mot, non, j'ai une apparence physique qui interpelle. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que j'ai vraiment senti le regard changer dans le comportement des gens, quoi. C'est intéressant, hein? S'il y en a qui veulent se rajouter des jambes encore à ce qu'ils ont, réfléchissez quand même. Ah, tu vois quand même, hein? Bah regarde, on va faire une expérience. Viens à côté de moi, s'il te plaît. Voilà. Ça me plaît. Là, on est ensemble. Voilà. Vous avez vu, on se balade dans la rue. Ok? Tiens, vas-y. Hop. Là, on est ensemble. Et bah, les gens ne te regardent pas pareil. Bah ouais, t'es quand même impressionnant. J'aime bien te voir Oui. de ce point de vue-là. Waouh. Ah, ça m'intimide. Hein. Est-ce que... quelle heure est-il? Parce qu'il faut qu'on sache à l'heure, parce qu'on va avoir faim bientôt. 8h moins le quart, d'accord. Parce que, est-ce que tu as faim un petit peu? Parce qu'en fait, j'ai prévu, tu sais quoi, j'ai prévu... Non, mais j'ai prévu un... En fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux t'offrir à manger? Je mange pas de viande, souviens-toi. Non, moi non plus. Tout va bien. On mange pas d'animaux, ce sont nos amis, n'est-ce pas? Absolument. Et donc, j'étais pris presque un petit ballon de basket. Il veut? Est-ce qu'il y a un Il est message, biologique. est-ce qu'il y a un message subliminal? Tu veux qu'il y en ait un? Non, je pose la question. Parce que c'est orange comme le ballon de basket, c'est ça? Oui. Avec ceux qui ont des mauvaises pensées, non, je pose juste la question parce que... Je sais pas de quoi il parle, vous comprenez quelque chose? Parce que ça ressemble à un ballon de basket, c'est ça en miniature. Bah parce que c'est la couleur du ballon de basket, j'allais pas t'offrir des oranges, on en C'est trouve pour ça que je partout. t'ai demandé s'il y avait un message subliminal. C'est Ok. ça. C'est ça? c'est ça. Donc j'ai trouvé alors le message. Ah ouais, mais y a rien de dessous de la ceinture ou quoi que ce soit, si c'est là-dedans que tu veux aller, Faut gonfler quand Bon même. appétit. Tu peux pas? Je mangerai après. D'accord. C'est du local. Elle a assommé un écureuil. Ah non. Il y a un super abricotier. Il y a un énorme abricotier qui donne là-bas. Ah ouais? Regarde les gourmandes. Ah oui? Ben non. N'importe quoi. Elle croit tout, elle. Ah mais hein, c'est dingue, toi. Alors donc, tu vas laisser poser tes cheveux, tu m'as dit oui. Alors je voudrais savoir, t'as envie de parler de ce que tu as fait à Paris Ah, j'ai craché, c'est pas grave. C'est pas très Covid, mais bon, je pense que... Oh, on va pas revenir. Là, laisse-le de loin, ce machin. Est-ce que tu veux parler de ce que tu as fait à Paris le 24 juin Ou- Oui, ce serait intéressant. Moi, je trouve que c'est super beau. Handicap City. Handicap City, oui. Éducap. Mais c'est joli aussi, Handicap City, parce que il y a pas mal de personnes handicapées qui contribuent à cet événement. Éducap City, c'est un programme sur la citoyenneté des enfants de 8 à 14 ans. Et c'est un rallye, c'est un des plus grands rallyes d'Europe, civique, culturel et sportif. Waouh, comment ça fait Mais moi, c'est ça, j'organise des trucs, et c'est les gamins qui font. Des associations, des entreprises. Elle a une journée En une journée, exactement. T'es trop génial. Et là, tu le fais une fois par an. Et il y a combien d'enfants qui viennent faire le truc? Alors non, là c'est l'étape capitale, mais on le fait dans une 60aine de villes en France. Moi, je comprends que tu sois fatigué. Mais c'est très fatigant. 60 villes, mais tu vas même dans le nord chez les ch'tis. Là dans le nord c'est les ch'tis. Ouais. Bah oui. Tu vas en Bretagne? Oui, à Pornic. Mais après, je Non, sais pas Pornic, c'est pas en Bretagne. Ouais, mais je sais, c'est toujours très compliqué leur histoire. Bon, passons parce que tu vas, ça m'énerve, il doit bien commencer. Pornic. Alors, qui c'est qui fume de l'herbe? Ah, ça sent très mauvais, là. C'est ça? C'est l'écureuil là. C'est l'écureuil. Ah, puis il y a des moustiques ou quoi? C'est de l'herbe thérapeutique. Ah non, ça sent vraiment très très mauvais. Hein. Salut Gérard, ça va?
Et donc, dis-moi, moi je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'insupporte le plus dans la vie? J'ai deux questions. Qu'est-ce qui t'insupporte le plus dans la vie? Vraiment le truc, non, non, tu vois, non, quoi, toi. C'est compliqué, c'est l'injustice. C'est très simple. Ouais. L'injustice. Mais parce qu'au fait, je m'aperçois que je discutais avec quelqu'un, la notion de justice, elle est aléatoire pour certaines personnes. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est compliqué. C'est vrai que ce qui me semble juste, bah, l'autre, voilà, s'il n'est pas dans le même état d'esprit, bah, voilà, comme tu parlais, tu vois, des animaux sont nos amis, il y en a, c'est de la nourriture, c'est un garde-manger, donc on n'est pas. Donc, pour moi, c'est pas juste, et pour lui, c'est juste, donc voilà. Chacun son évolution. Hein. Exactement. Mais après, ce qui m'embête le plus, c'est ceux qui font croire des choses qui n'existent pas. Ah, Fabien. Oui, surtout si c'est volontairement avec une intention. Exactement. Oui, d'accord. Ceux qui manipulent les gens. Mais je comprends pas. Moi, c'est un truc que je comprends pas. C'est vraiment. Vous comprenez ça, vous, ici, au dialogue? Moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est de faire qu'on fasse du mal. C'est un truc que je suis vraiment. Hein, t'es d'accord, hein? Moi, je comprends pas. Et vraiment, c'est mental, je comprends pas. Qu'on se fasse du mal à soi parce que ça nous fait plaisir, c'est qu'on le fasse aux autres alors que ça leur fait pas plaisir. Non, mais c'est un truc que je comprends pas. Je Vraiment, suis complètement d'accord avec toi. Et alors, qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie? Le plus heureux, mais qu'est-ce qui te. Voilà, là, tu sais. C'est quand quelqu'un est triste et que j'arrive à le faire sourire. On a les mêmes jobs. Et alors, je veux bien maintenant que tu réfléchisses sur la phrase dont je te parle depuis quand même une petite heure. Je voudrais que comment tu vas réagir à cette phrase de Mr. Young. J'adore cette phrase. Est-ce qu'il y a un roulement de tambour, il y a quelque chose? Oh, ça m'a fait mal au cervical, je sais pas quoi. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Ce n'est pas de moi, les Young. Non, mais faut pas applaudir, il est mort. Mais ça sert à rien. Ce que tu nies te soumet, et ce que tu acceptes te transforme. Est-ce que ça, peut-être ça te parle pas? Si. Tu veux que je fasse une dissert? Bah oui, non, mais que les gens ils partent avec ton amour d'humanité à travers cette phrase. Parce Quand j'étais adolescent, j'avais écrit une phrase qui était « Heureux celui qui accepte la vie pour ce qu'elle est, et non pas pour ce qu'il voudrait qu'elle soit, sans être fataliste ». Donc je ne dis pas avec autant de brio que Mr. Young, mais c'est important de... Voilà, ce que tu nies te soumet. Mais des fois, en fait, tu t'aperçois que tu ne nies pas, tu n'en as pas conscience. Et dans notre société, c'est pas évident d'avoir conscience aussi qu'on est dans un système qui t'embarque parce qu'il y a la culture de groupe. Et donc, des fois, tu nies pas les choses, mais tu le fais machinalement, mécaniquement, culturellement. Et donc, c'est pas évident de savoir. Donc, il faut des fois pousser un petit peu, questionner son mode de fonctionnement, et c'est pas évident parce que ça nous met en insécurité. Même si on sait que des fois c'est pas beau, le fait de le faire c'est aussi confortable, donc c'est pas évident. Et après, tu disais quoi? Attends, je m'en souviens plus. Ouais. Et après, ce que tu acceptes te transforme. C'est-à-dire, plutôt que de lutter, hop, tu détends et ça te transforme. Ouais, mais en même temps, si j'avais pas lutté, je serais pas là aujourd'hui. Donc, il y a des choses que je n'ai pas acceptées. Ah oui, quand même, c'est pas surtout, c'est par rapport aux événements qui t'arrivent dans la tronche tout le temps. Mais c'est pour ça que quand il y a des phrases comme ça toutes faites, il faut toujours les nuancer pour moi. Mais je suis d'accord avec toi. Donc, j'ai accepté certaines choses. Elle est super belle quand même. Elle est magnifique. J'ai accepté certaines choses et d'autres que je n'ai pas acceptées. Et je pense que voilà, faut toujours re-questionner un petit peu les choses, pas trop longtemps non plus, parce que faut pas être non plus que dans du jus de crâne, mais avoir... Du jus de crâne Je vois l'image, elle est vachement bien l'image. Faut aussi avoir un moment de réflexion, un moment même de méditation, qui est aussi un moment d'action. Moi, je pense que cette triptyque, elle est bonne. Méditation, réflexion, action. Ouais. Il y a des moustiques, t'as remarqué? Oui, mais c'est que tu dois manger des choses sucrées. Non, vraiment pas. Ah oui? Non, c'est vrai que l'abricot, c'est pas sucré. Mais, et alors donc, toi, t'as des enfants? Oui. Et qu'est-ce que tu leur dis
qu'est-ce que tu leur dis, comment tu les élèves, je veux dire, dans le sens où pour les rendre des grands humains libres, qu'est-ce que c'est le message subliminal que tu leur... je sais pas, tu vois le truc comme ça, les gens ils partent avec ton monde de transmission. Faites gaffe, parce que ça va être grand. Alors. Elle m'a mis la pression. Mais non, parce que tu es simple, tu es un grand humain simple. Moi, je leur dis que il y a des choses qui sont faciles, la méchanceté, tout ça, et que faut essayer d'être heureux et de rendre les gens heureux autour de soi, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et que après d'essayer de trouver des passions et voilà, d'avancer dans la vie, il n'y a pas de solution miracle, c'est les rencontres qui forgent, qui sculptent un peu notre vie, notre quotidien. Donc voilà, d'être à l'écoute, d'être curieux et de toujours, entre guillemets, d'essayer voilà, dès qu'il y a des problèmes, d'essayer de trouver des solutions. Mais après, j'ai pas de grandes phrases philosophiques. Non, mais déjà tu insuffles ça tous les jours. Ils sont fiers de leur papa, non? J'en sais rien s'ils sont fiers, parce que le problème c'est que quand vous êtes un enfant et que vos parents font des choses, c'est pas... mais ils ne savent pas encore. Ouais, mais c'est toujours compliqué, parce que quand vous êtes dedans, vous savez, c'est comme un beau spectacle. Quand vous êtes derrière le rideau, vous voyez toute la machinerie, c'est moins sexy que les paillettes qu'il y a devant. Et que donc je sais pas, je lui demanderai quand il sera encore un peu plus grand, pour voir ce que ça l'inspire, est-ce que c'est... Voilà, ce que je... Laisse faire. Oui. Ça va, il y a des questions? Quelle heure il est? C'est la grande question. Moins 2. Si vous avez envie de poser des questions... C'est une seule question, on a le droit à 3 questions, puis après on va manger. Ça va? Tu veux rappeler ton copain? Après. Mais pour la question, tu peux appeler ton ami. Mais s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Hein. Donc là, tu joues encore le basket? Oui, tu es entraîneur ou quelque chose? Non, je joue encore au basket en club et je suis en équipe de France de rugby fauteuil, pour ma pré-retraite. C'est vrai? C'est pour ça que j'ai ce beau sourire. Mais comment tu fais le rugby à la mêlée? Comment tu fais? En fait, le rugby fauteuil, c'est très simple. Dès qu'il y a un handicapé qui passe, on le dégomme. Très basique. Non, mais t'es pas sérieux? Il y a vraiment du rugby? Oui, je fais du rugby fauteuil, oui. Ça ressemble pas du tout au rugby traditionnel, parce que c'est un sport qui a été créé par des tétraplégiques. Et c'est un mélange. À l'origine, ça s'appelait Murder Ball. Non, il n'y a rien qui est même. C'est juste les hommes et les femmes qui se sont fait le coup du lapin, qui sont devenus tétraplégiques, qui a l'esprit du rugby, l'impact du rugby, mais les règles, le ballon, le terrain, ça n'a rien à voir avec le rugby. Et c'est la capacité aussi de transformer les choses. Et en fait, ça s'appelait Murder Ball, mais il voulait être au jeu, donc ce n'est pas politiquement correct. Et il fallait, pour être au jeu, il fallait qu'ils existent dans plusieurs continents et plusieurs pays. Et en fait, comme à l'origine, c'est des hockeyeurs et des footballeurs américains au Canada qui ont créé ce sport. Et ils se sont très vite aperçus qu'on ne jouait pas au hockey et au football américain partout dans le monde, mais on joue au rugby. Donc c'est les blessés du rugby qui se sont accaparés ce sport, c'est pour ça que ça s'appelle le rugby fauteuil. C'est pas les règles, mais c'est les hommes et les femmes du rugby. Et c'est un des rares sports où les hommes et les femmes jouent ensemble, même au niveau national. Oui. Ah, c'est cool! On peut dégommer les gonzesses sans... C'est pas cool? J'ai vu des images de regarder aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques par hasard, Paralympiques. C'est pas un sport de fillette, quoi. Ah, mais pourtant, les filles qui sont là... Non, mais c'est violent. On va pas se cacher, c'est violent, c'est spectaculaire, mais voilà, je trouve que quand la violence elle est incarnée dans le jeu, dans le geste, dans l'état d'esprit, dans l'engagement, moi, ouais, mais franchement, parce que même dans le handicap, on a tous des préjugés sur les uns et les autres. Quand on est venu me chercher pour aller au rugby, pour moi c'était un sport de tétraplégique. Donc quand vous avez fait 18 ans d'équipe de France dans un des sports les plus rapides collectifs, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais foutre là-dedans? On avait une blague à l'hôpital. Vous savez où on retrouve un tétraplégique? Là où on l'a laissé. Elle est drôle! Oh, j'ai honte, elle est drôle! Et donc je me suis dit, mais je vais me faire chier. Et en fait, j'ai fait l'erreur d'accepter de faire
un stage avec eux et ils m'ont dégommé. Il leur reste 3 muscles, mais je peux vous assurer que ça envoie du pâté. Et donc j'ai dit, je vais revenir, ça va pas se passer comme ça. Et j'ai encore pris 10 ans quoi, de l'équipe de France. Et t'en fais souvent? Bah, toutes les semaines. Ah ouais? Oui, on s'entraîne. Là, la semaine prochaine, je pars à Bourges en stage d'équipe de France. Et puis il y a les Jeux de Tokyo cet été. Ah, c'est génial! Mais tu t'entraînes... Ça y est, t'es dans les... Je savais pas que tu étais aussi passionné de sport. Moi, je suis sûr. Ah bah j'adore le rugby, je trouve que c'est un sport absolument... Ok, bah, l'année prochaine, on ramènera du rugby fauteuil au dialogue en humanité. C'est vrai, tu peux? Bah, fais-le. Faut voir avec la grande prêtresse. Grande prêtresse! Tu as une question? Geneviève! Viens. Viens! Alors ceux qui ont une question, Ah, t'as une question? vous venez à mes Faudra côtés. faire du rugby et- fauteuil l'année prochaine. Alors moi j'ai une question. Au rugby fauteuil, tu fais partie des plus valides de l'équipe. Des moins handicapés. C'est comme on veut. Non, mais c'est parce que Et là, attends, c'est moi qui ai le micro. normalement, c'est priorité aux handicapés. T'as parlé tout le temps. Donc quel effet ça fait de jouer avec des gens qui sont beaucoup plus handicapés que toi pour certains? C'était ma question, voici ta réponse. Merci. Et après, je ferai une petite parenthèse sur le mot valide. Moi, toute ma carrière, j'ai été le plus handicapé au basket. Donc, quelque part, quand je me suis retrouvé au rugby et d'être parmi les moins handicapés, je me suis retrouvé dans l'autre rôle. Et j'avais beaucoup de mal, des fois, à assumer mon rôle, ce qu'on appelle le joueur dominant, d'être dominant, parce que je faisais les passes, je bloquais pour les autres, alors que c'était moi qui devais aller marquer. Donc, il a fallu un temps d'adaptation pour que j'accepte d'aller tout le temps marquer et pas... voilà, parce que mon rôle quand j'étais au basket, une grande partie de mon rôle c'était de faire rentrer le grand dans la raquette. Donc voilà, et c'est ce qui m'a peut-être permis d'être un leader serviteur aujourd'hui dans beaucoup de choses, de savoir qu'on c'est peut beau, ça. se positionner dans un sport où tu es moins fort, être au service de ceux qui sont les plus forts ou les plus adroits ou les plus agiles. Et puis dans l'autre sport, c'est toi. Donc voilà, c'est à un moment donné, dans des disciplines, c'est ça qui est bien, tu peux te retrouver en tant que numéro 1 ou le porteur d'eau. C'est beau ce que tu dis. Oui. Mais j'aimais bien être porteur d'eau parce que j'aime le rugby. Et donc je reviens sur le mot valide. Pendant des années, alors je sais que pour faire changer les mentalités sur le sujet du handicap, ça c'est une de mes grandes passions puisque je me sens un peu concerné. On s'est battu pour arrêter avec cette carte d'invalidité. Parce que le mot invalide, c'est quand même... C'est un peu vache. C'est un mot qui nous vient quand même du XVIIIe siècle, du monde de l'industrie, et quand un objet n'est pas conforme, il est invalidé, il est foutu à la benne. Donc, c'est comme votre ticket de métro, s'il n'est pas bon, il n'est pas valide. Et donc, on a réussi à faire en sorte que le mot handicap, donc personne handicapée, et personnes en situation de handicap pour le monde professionnel, pour ne pas leur faire peur, pour dire c'est une situation, si on aménage le poste, si on met un ordinateur comme ci, une porte comme ça, machin, tout va bien se passer. Et je m'aperçois que même quand on met un mot noble comme le mot handicap, c'est pas le mot qui fait que la chose est acceptée ou est acceptable, c'est l'état d'esprit dans lequel une société porte le sujet. Bien sûr. Et aujourd'hui, le fait qu'on garde le mot valide, par effet miroir, ça nous reporte quand même en tant qu'invalide. Alors qu'en réalité, le mot handicap, l'origine du mot handicap, vous le connaissez ou pas? Non, dis-moi, moi ça m'intéresse. Bref, désolé, je fais une mini-conférence. Mais non, express. justement, je voulais le chercher Le mot sur handicap, Wikipédia. il vient d'un jeu au Moyen-Âge, chez nos amis anglais, qui adorent créer des jeux. Hand. Et c'était une manière de pouvoir positionner les gens dans le jeu. Vous imaginez bien que si la personne qui plaçait des personnalités, un grand seigneur derrière un paysan, il aurait eu des comptes à rendre. Donc, la solution, c'était le hasard. Le handicap, la main dans le chapeau. Hand. Une main innocente qui tire. Dingue. Dingue, hein? Et en plus, t'as un chapeau, toi. Donc c'était vraiment un mot qui permettait de créer une égalité au départ. Eh oui, dans l'équitation, on a ça. Dans le golf, on avait ça, mais maintenant le golf l'a retiré parce que le mot handicap, vous savez, quand on regarde le petit Larousse, oui. Non. Mais voilà, c'est parce que, en fait, c'est l'image, l'acceptation. On pourrait changer de mot demain, on enlève le mot handicap, on met autre chose. Si on n'accepte pas
que le handicap, les personnes handicapées, que la vulnérabilité est quelque chose de naturel dans l'espèce humaine, dans nos civilisations, on aura toujours un problème avec ça. Donc faire accepter cette vulnérabilité, c'est toute une démarche philosophique et de civilisation. Et donc le mot handicap, il a été utilisé aussi par les troubadours pour se différencier des mendiants qui tendaient la main. Eux, ils tendaient le chapeau. Comme ça, les gens n'étaient pas jugés par les montants qu'ils donnaient, les sommes qu'ils mettaient. Donc ce mot, c'est un mot noble. On pourrait mettre liberté, handicapé, fraternité, que ça passerait au-dessus de nos mérites. Ça serait bien. Oui, ça serait pas mal. Ça serait bien. Mais voilà, donc la société, elle est ainsi faite, elle évolue. Et donc on voit qu'on passe d'un monde, avant il y a quelques années, qui était très paternaliste, très horizontal, du moins vertical plutôt, et que voilà, le pouvoir, l'individu n'existait pas. Donc il y a eu, après mai 68, l'épanouissement de notre société à travers les individus qui se prenaient en charge, des associations, des choses comme ça, mais de l'individu, on est passé à l'individualisme et on est passé à l'égoïsme. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe dans ces cultures-là, nos sociétés dans ces cultures-là? Le fait que d'un seul coup on mette les gens à égalité, dans cette logique, tu vois, comme je disais tout à l'heure, en fait il est plus fort. Donc c'est pas juste, parce qu'il pourrait gagner les autres. Et le fait qu'on désavantage en mettant à égalité, en rajoutant du poids sur le cheval, parce que j'ai plus léger, que j'ai plus léger, et ben cette notion d'égalité est devenue un désavantage. Donc la notion de handicap est devenue un désavantage. C'est ça le problème. Ouais. Mais c'est parce que nos sociétés évoluent. Et au lieu qu'elles chérissent les racines, l'origine des choses, eh ben, elles les dégradent. Parce que d'un seul coup, moi si je suis plus fort, je tape sur lui. Et donc voilà. Mais comment dirais-je, quelle meilleure notion qu'on a de se mettre à égalité au départ. De donner les chances à chacun de réussir avec son talent ou pas. Mais le fait qu'on construise cette notion d'égalité, c'est une des choses les plus nobles qu'on peut avoir dans les sociétés. Et le handicap en est l'exemple, parce que moi aujourd'hui, cette notion d'égalité, si on n'avait pas ces valeurs républicaines, je ne discuterais pas, il n'y aurait pas la sécurité sociale. C'est pour ça que mon grand-père, qui avait quand même deux neurones qu'a dit à mes parents, envoyait de l'autre côté. Que les gamins comme moi, dans la ville où j'étais, il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu. Vous voyez, cette notion de générosité, elle est issue de ça. Et donc, quand à partir du moment où on crée cette égalité, après il faut créer l'équité. Pour maintenir cette égalité. Donc créer des systèmes qui permettent à chacun de pouvoir continuer à aller sur cet escalier de l'égalité, parce que on démarre pas, je l'ai dit tout à l'heure, moi on me mettait dans l'eau, je gagnais des médailles, d'autres qui s'entraînaient, mais peut-être 2 fois plus que moi, et qui n'arrivaient pas. Donc la nature est injuste par rapport à ça, elle crée des... Ah non, la nature n'est pas injuste, la nature elle crée des inégalités, et c'est nous qui créons des injustices. Oui, voilà. Absolument. Bah oui, c'est ça. Moi je pense que là c'est le mot final merveilleux. Merci beaucoup, merci Riyad. N'oubliez pas d'être heureux. Ouais. C'est un projet, c'est un beau projet. Alors voilà, nous sommes en direct de Parc de la Tête d'Or au niveau de la Roseraie. Et on laisse la parole à Geneviève qui va peut-être faire un discours. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe après, Geneviève? On va manger? Fin du bal. Fin du bal. Il y a un bal? Il y a un bal? Merci, Riyad. Tu as besoin de dire quelque chose? Non, Ah merde, tu as dit un truc là-dedans. Oh, on fait pas le machin. Oh, arrête.